Est-ce que ça marche? Oui, c'est parfait. Bien sûr. Quel titre prometteur nous avons pour cette troisième table ronde? Former des citoyens libres et heureux. La question qu'on va se poser tous ensemble, c'est celle de savoir si on peut former à la fois au marché du travail, aux enjeux de l'économie de demain et même d'aujourd'hui, tout en formant à l'émancipation, comme à la citoyenneté, ainsi qu'à la réussite de tous les jeunes dans tous les secteurs de leur existence. Réussite sociale, professionnelle, mais aussi réussite personnelle, familiale, émotive, sensible et aussi citoyenne. Dans cette table ronde, on va parler de tas de choses qui font très envie. On va parler de pédagogie active, coopérative. On va parler d'écoles qui seraient des lieux de vie, des lieux ouverts, des lieux d'inclusion. On va parler d'orientation, enfin choisie et non pas subie. On va parler aussi de prise en compte de la parole des enfants, de la parole des jeunes et de formation à la citoyenneté. Précisément, c'est sur ce premier sujet que je voudrais donner la parole à une représentante des jeunes engagés que nous avons essayé de rendre le plus présent possible dans l'ensemble de la journée, en la personne de Cheryl Enjo. Vous êtes étudiante en droit, mais vous êtes aussi engagée dans une association qui s'appelle la Jeunesse Populaire, qui œuvre particulièrement à l'engagement des jeunes dans la citoyenneté. Je vous propose de prendre le micro et de tenter de répondre à notre question, comment former des jeunes libres et heureux en 5 minutes. Gros challenge. Merci. Bonjour à tous et toutes. Tout d'abord, je commencerai par dire que chercher à être heureux, c'est déjà un privilège. Dans nos luttes, la question n'est pas le bonheur, mais la vie. On ne lutte pas avec des roses et des pâquerettes, on lutte avec nos armes, la conscience, la parole et la solidarité. Parce que dans nos réalités, choisir la vie, c'est la choisir aussi pour les autres. Nous ne luttons pas pour être heureux, mais pour une égalité réelle et une dignité partagée. Chaque jeune doit avoir accès à des opportunités éducatives, culturelles et sociales, quel que soit son milieu. L'éducation est donc au cœur de tout. Mais ce n'est pas en cherchant le bonheur qu'on échappera à un système injuste, racisme, contrôle aux faciès, discrimination, précarité et cette machine à broyer qu'est Parcoursup qui détruit les rêves de la jeunesse chaque année. Le bonheur, lui, ne remplit pas le frigo. On ne peut pas parler de citoyens libres et heureux sans parler du déterminisme social ni de la précarité. Œuvrer pour les jeunes des milieux populaires, c'est renforcer les programmes scolaires et tout ce qui entoure l'école. Trop d'étudiants issus des familles précaires arrivent dans le supérieur avec un décalage linguistique, social ou culturel. Ce n'est pas un manque de mérite, mais c'est la conséquence d'un système qui invisibilise nos réalités. L'école seule ne peut pas réparer ces inégalités, il faut y associer les familles, souvent monoparentales, souvent issues de l'immigration, parfois privées elles-mêmes d'accès à la culture ou à l'éducation. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a jamais reçu. Soutenir les parents, c'est aussi faire preuve d'éducation populaire. Et que dire des enfants de l'aide sociale à l'enfance, ceux que l'État devrait protéger en premier? 40% redoublent l'école primaire, moins d'1 sur 3 obtient le bac et 1 sur 10 seulement accède à l'université. Peut-on parler d'égalité quand la protection de l'enfance devient trop souvent une filière de relégation? Former des citoyens libres, c'est leur permettre de comprendre les institutions, de s'exprimer, de débattre, de participer à la vie politique. Quand la politique n'entre pas dans les foyers, la politisation devient un combat en soi. Dans 5 ans, nous voulons une jeunesse consciente, éduquée, capable de penser, d'agir et de transmettre. Une école ouverte sur la société qui ne forme pas à la soumission, mais à la liberté. Et cette vision ne pourra exister que si la citoyenneté cesse d'être un concept abstrait relégué au manuel scolaire. Former des citoyens suppose qu'au moins une fois dans leur scolarité, tous les élèves de Calais à Pointe-à-Pitre, en passant par la Creuse, puissent entrer dans une institution publique, comprendre son fonctionnement, la rencontrer réellement. Cela suppose aussi que nos voix soient prises en compte dans la construction du projet collectif. Cela commence dans des espaces comme celui-ci, où la parole des premiers concernés est reconnue comme légitime et experte. Cela passe par le soutien aux associations de terrain qui maintiennent un lien social au quotidien et offrent des expériences majeures, comme le service public aujourd'hui menacé alors qu'il constitue un outil de citoyenneté irremplaçable. Et cela doit se prolonger jusque dans l'engagement politique, en permettant à des personnes issues de leur territoire d'être investies dans leur municipalité ou leur circonscription, pour donner du sens jusqu'au bout à une formation citoyenne qui se construit toute une vie. Merci beaucoup, Cheryl.
Rendre toute sa place à la parole des jeunes, c'est un impératif pour toute la société. C'est aussi un impératif dans les parcours individuels des jeunes. Et je vais donner la parole là-dessus à Dylan Aïssi. Vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'intitule La revanche des pros. Vous êtes aussi fondateur d'une association, Une voix pour tous, dont l'objectif est de faire en sorte que les choix soient d'abord ceux des jeunes et notamment pour l'accès à l'éducation professionnelle. Tellement merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, la question de l'enseignement professionnel nous semble essentielle et elle sera aussi évoquée par ailleurs. D'une part, parce qu'en fait, elle représente entre autres beaucoup de difficultés et elle révèle beaucoup de difficultés du système éducatif et plus globalement du système social, mais aussi parce qu'elle pose la question de l'avenir qu'on souhaite construire pour les plus jeunes. Parler de citoyenneté, ça nécessite de poser la question de pourquoi est-ce qu'on doit parler de citoyenneté, à quoi est-ce que ça sert finalement. Et je pense que les dernières périodes qu'on a collectivement vécues rappellent qu'il y a un impératif qu'il faut rapidement régler, de recréer du commun. Et pour recréer du commun, il faut donner sa chance à tout le monde. Et parler de chance, et parler d'égalité, parler d'équité, c'est parler notamment du choix d'orientation. Pour reposer le paysage, le lycée pro aujourd'hui, c'est un peu plus de 650 000 élèves dans un peu plus d'une centaine de filières. Et pourquoi est-ce que c'est révélateur? C'est parce que moi, j'ai été orienté en lycée pro, j'avais pas choisi mon orientation, donc j'étais dans le même cas qu'une grande majorité des élèves qui y sont orientés. Et lorsque j'ai eu mon bac, je me suis quand même posé la question de la raison pour laquelle finalement on se retrouvait tous dans la même situation, avec les mêmes trajectoires scolaires, avec les mêmes parcours sociaux. Et j'ai été étonné de voir qu'il y avait de la donnée dessus, qu'il y avait des chiffres. On sait par ailleurs que un enfant issu de milieu défavorisé a 93% de chances de plus d'être orienté en bac pro, 169% de chances en plus d'être orienté en CAP. On sait que dans certains territoires, il y a des dynamiques d'orientation qui varient. Dans les territoires où il y a une population forte issue de l'immigration, on a 75% des garçons, notamment dans les académies franciliennes, qui sont orientés en lycée professionnel. On sait que dans les territoires dans lesquels c'est pas le cas, la première dynamique, c'est une dynamique sociale. Et donc, finalement, on a aussi la question de... on trouve dans le lycée professionnel une réponse à toutes les problématiques qu'on dénonce à juste titre sur ce qui le précède, sur le collège. Tous les élèves qui peuvent avoir des trajectoires accidentées sont orientés en lycée professionnel. On sait qu'on a une surreprésentation des élèves en situation de handicap en lycée professionnel. On sait qu'on a une surreprésentation des élèves allophones, des mineurs non accompagnés en lycée professionnel. Donc finalement, le lycée pro devient non pas la cause, mais l'espace qui rassemble toutes ces difficultés. Et une fois qu'il rassemble toutes ces difficultés, alors il est aidé par des enseignants qui sont dévoués, qui font un travail formidable, pour l'avoir vu, qui peuvent parfois sauver des élèves. Mais il y a aussi la question de l'avenir qu'on leur permet d'envisager. Et on a eu une réflexion assez récemment sur la question de la durée de vie. Et la durée de vie, c'est quelque chose qui est central. C'est quel nombre d'années est-ce qu'on laisse en plus à quelqu'un pour pouvoir profiter de sa vie. Il y a tout le débat autour des retraites, etc. Et lorsqu'on sait, par exemple, qu'un travailleur dans les métiers du BTP a 5 ans d'espérance de vie en moins et qu'on connaît la masse d'élèves qui est orientée sans l'avoir choisi dans le lycée professionnel et en particulier dans des filières qui peuvent être des filières exposantes à un certain nombre de risques, on peut aussi se poser la question du niveau auquel l'école peut être amenée à retirer des années de vie à des individus, à des enfants qui, à 15 ans, seront amenés à être exposés dans des entreprises avec tout un tas de risques. Et on a toujours des alertes qui nous racontent des drames surgis soit pendant des moments d'alternance, soit en stage pour un certain nombre d'élèves. Donc il y a cette question centrale qui est celle de la vie, qui est celle du choix et qui est celle de l'épanouissement. Et on ne construit pas une société heureuse, on ne construit pas une société cohérente dans laquelle les gens n'ont pas le sentiment de pouvoir choisir leur destin. Et on pense que c'est quelque chose de superficiel, mais la frustration qui est celle d'élèves qui, à 15 ans, se voient imposer une vie qu'ils ne veulent pas, à qui on dit en troisième, toi, ta vie, tu vas la passer dans un chantier, ou tu veux être boulanger, mais ta vie, tu vas la passer derrière un bureau, il y a une violence qu'on n'imagine même pas. Et donc, le résultat logique de ça, c'est une défiance, d'abord vis-à-vis de l'institution, en partie vis-à-vis de l'institution scolaire, mais vis-à-vis de tout le reste de ce que peut représenter l'institution. Et ça implique aussi la question de la citoyenneté, forcément. Et donc, en termes de solutions maintenant, parce qu'une fois qu'on pose ces constats, on peut aussi se dire que
par ces difficultés, le lycée propose aussi une vraie opportunité, qui est celle de se dire, puisqu'on a dans un espace toutes les problématiques éducatives, mais aussi sociales, on a aussi l'opportunité de profiter de cet espace-là, de ce moment, pour reconstruire tout ce qui est autour. Et donc, faire cohésion. Faire cohésion parce qu'on a des élèves qui ont des parcours géographiques qui sont très différents. Faire cohésion parce qu'on a des élèves qui vont apprendre à se connaître, à se rencontrer à travers le faire, à travers le travail. Parce qu'ils vont avoir les mêmes blessures, les mêmes fractures avec la société. Et surtout parce qu'on va pouvoir poser des actes forts pour pouvoir leur permettre, au-delà de la situation d'élèves qui est la leur, d'intégrer pleinement la société. Et il y a plusieurs pistes auxquelles nous on réfléchit, mais il y a notamment celle de la gouvernance des établissements scolaires. Comment est-ce que l'école devient un forum social, devient un lieu de rencontre et de passage avec tous les acteurs qui, dans la vie de l'élève, peuvent avoir un rôle à jouer et une place à prendre. Merci beaucoup, Dylan. Et pour poursuivre la réflexion à laquelle vous nous invitez sur ces choix à l'heure actuelle subis, mais qui pourraient être aussi un levier de mixité, de réflexion et d'enrichissement des jeunes qui se retrouvent dans la filière pro, je vais passer la parole à Valérie Duré. Vous êtes enseignante précisément en lycée pro à Marignane. Vous êtes également militante à la CGT Éducation. Et votre propos pourrait nous permettre d'aller sur la question des méthodes et des contenus éducatifs qui sont dispensés dans ces établissements et peut-être également dans les autres. Quand on m'a proposé de faire cette intervention sur former des citoyennes et des citoyens libres et heureux et heureuses en lycée pro, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose finalement, parce que enseigner à des élèves de lycée professionnel, c'est enseigner à des jeunes qui doutent souvent d'eux-mêmes, parce qu'on leur a fait croire très tôt qu'ils valaient moins que les autres. Et finalement, ils se disent eux-mêmes sous-citoyennes et sous-citoyens quand ils arrivent du collège. Ils ont vécu l'orientation en voie professionnelle comme un échec. Ils se projettent moins en se disant que finalement les études longues, ça ne sera pas pour eux, et donc les perspectives d'avenir s'assombrissent. Or, comme l'a dit Dylan, c'est un élève sur 3 qui entre dans la voie professionnelle. C'est une majorité d'enfants des classes populaires, et c'est aussi un lycée inclusif puisqu'il accueille 5 fois plus d'élèves en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques. Donc, ce lycée, il a quand même la spécificité de compenser socialement et culturellement les inégalités d'origine. En tout cas, ça a longtemps été comme ça. Moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, c'est vrai qu'il y avait une certaine fierté à se dire que, oui, on formait des travailleurs et des travailleuses qualifiés, mais aussi des citoyennes et des citoyens éclairés. Et on a appris à faire ça. L'enseignant de lycée pro a une pédagogie spécifique. Il a le goût de la réussite de ses élèves. Il leur redonne le goût de l'estime de soi. Alors, tout n'était pas parfait, c'est clair, mais il y avait quand même cette mission humaniste et républicaine qui était à l'origine de l'enseignement professionnel fin 19e et qui s'est démocratisée, je dirais, en 1985 au moment de l'élaboration du bac pro. Il faut bien le dire, ces 2 piliers, c'est-à-dire former à un métier, mais aussi à être un citoyen ou une citoyenne éclairée. Les réformes successives depuis 2009 ont considérablement affaibli cet aspect de citoyenneté éclairée. C'est-à-dire que les différents gouvernements, depuis Sarkozy jusqu'à, je dirais, Jean-Michel Blanquer, ont fait en sorte de couper une des 2 jambes du lycée pro, c'est-à-dire couper tout ce qui concernait finalement la culture générale, l'expérience de la pédagogie de projet, tout ce qui pouvait faire que, oui, les enfants des classes populaires, même s'ils ont fait le choix du lycée professionnel, ce qu'ils ne font pas toujours, mais ont, en dépit du fait d'être formés comme des travailleurs, le droit à une culture commune, à un patrimoine commun. Et ça,
clairement, les différents gouvernements de droite ont fait en sorte de couper ce pied-là. Alors, je prends Sarkozy, qui a réduit d'1 an au nom de la modernisation de la voie professionnelle, en disant finalement, on va se moderniser. Or, nos élèves, ils ont besoin d'un peu plus de temps, c'est-à-dire que 4 ans pour un bac pro, ça nous semblait pas non plus tellement énorme. Donc, on nous a enlevé 1 an. En 2014, le gouvernement de François Hollande supprime le label ZEP, ce qui nous conduit à avoir des effectifs surchargés et des conditions d'enseignement plus compliquées. Et alors Blanquer, si vous voulez, c'est le coup de massue, c'est-à-dire il y a des coupes, des centaines d'heures supprimées en enseignement général. Songez qu'on a 3/4 d'heure d'histoire, géographie en terminale professionnelle, c'est même pas 1 heure. On a supprimé la question du génocide, des guerres mondiales, enfin pour des élèves qui finalement n'ont que l'école parfois pour poser leurs questions, pour essayer de faire en sorte d'avoir cette culture commune. Ça nous semble absolument catastrophique. On l'a dit, les syndicats l'ont dit, et on n'a malheureusement pas été entendus. Alors, clairement, le système éducatif trie ses enfants. C'est-à-dire que aux enfants des classes moyennes et bourgeoises, la culture, la possibilité de se projeter sur un avenir à moyen et long terme, et aux enfants des classes populaires, le travail, l'employabilité, répondre aux besoins de l'entreprise, puisque tout est fait pour que ce soit le temps de l'entreprise qui grignote le temps scolaire. Et donc, pour une école émancipatrice, nous, on pense que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Moi, je finirai là-dessus. J'ai pas parlé des accidents au travail dans l'entreprise parce que Dylan l'a évoqué, mais je peux quand même vous dire que entre avril et juillet 2025, on a 5 jeunes qui sont morts au travail, un apprenti de 15 ans, un lycéen de bac pro de 17 ans, 2 élèves de 16 ans en séquence d'observation. Donc ces chiffres-là devraient alerter. En toute logique, le gouvernement devrait s'interroger sur le temps de présence des mineurs en entreprise. Il ne le fait pas. Non seulement il ne le fait pas, mais il augmente les périodes de temps scolaire en entreprise. Donc, ce qu'il faudrait pour une formation équilibrée et émancipée, c'est tout l'inverse en fait qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'il faut augmenter la formation en milieu scolaire, rescolariser l'enseignement professionnel, traiter des savoirs et des savoir-faire à part entière et non pas seulement comme des compétences au service d'une employabilité immédiate, revaloriser évidemment la culture générale, la philo, la réflexion, le savoir, l'esprit critique. Et moi, je voudrais quand même dire que si on veut vraiment former des citoyennes et des citoyens libres, heureuses et heureux, c'est bien dans cette école-là qu'il faut investir. Celle des classes populaires, elle est méconnue. Les politiques mettent rarement leurs enfants en lycée professionnel. Elle est reléguée. Et pourtant, je peux vous dire, les faits le prouvent, ça fonctionne parce que tous les élèves sont accueillis sans discrimination, contrairement à l'apprentissage. Les taux de réussite sont plutôt bons. Les poursuites d'études fonctionnent aussi et le décrochage est moindre. Donc, sur le long terme, nos élèves s'insèrent mieux professionnellement et socialement. Merci. Merci beaucoup Valérie sur cette à la fois alerte sur cette différenciation des parcours scolaires et cette attention très contrastée apportée aux jeunes des lycées pro et à ceux qui sont dans la filière générale. Mais en même temps, à la fois vous donnez des messages d'espoir sur le fait que vous y arrivez, que vos élèves réussissent grâce à vous et vraiment ces enseignants qui sont à la manœuvre au quotidien. Et en même temps, vous posez des questions qui sont très générales par rapport au contenu éducatif. C'est-à-dire que ce sur quoi vous nous alertez, c'est-à-dire un contenu très orienté vers les parcours professionnels, vers l'état du marché du travail à un instant T. Est-ce que ces questions-là ne s'opposent pas à l'ensemble de l'enseignement? Les modalités d'enseignement peut-être verticales qu'on a beaucoup pratiquées en France forment-elles vraiment des citoyens ou simplement des personnes prêtes à l'emploi? Et vous avez notamment travaillé là-dessus, Laurence Decoq. Je vais vous passer la parole. Vous êtes historienne et enseignante. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'éducation et vous pouvez peut-être nous donner votre vision sur ce qui nous permettrait d'aller vers une école émancipatrice.
Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais commencer par vous dire l'immense plaisir que j'ai à voir que vous avez fait de l'éducation votre premier sujet. Il est grand temps que la gauche se mobilise enfin politiquement sur cette question. Le plaisir que j'ai à voir que la salle est très jeune et que nous avons donné la parole en priorité aux jeunes, et le plaisir aussi enfin que j'ai à voir que pour une fois, et ça c'est extrêmement rare, et je peux vous dire que je tourne beaucoup, la parole est donnée beaucoup au lycée professionnel, et c'est très important car généralement c'est bien vous qu'on n'entend pas, ou alors c'est de vous qu'on dit « Ah, j'ai oublié de parler des lycées professionnels ». Voilà. Mais vous dire également mon inquiétude parce que ça n'a pas encore été dit de façon grave, donc je vais le faire, mais la droite et maintenant l'extrême droite nous ont déclaré la guerre. Hein. Elles ont déclaré la guerre à l'école. Et donc, à la fois, je suis très contente de voir que nous sommes là, et en même temps, je peux d'emblée vous dire que nous ne sommes pas suffisamment nombreuses et nombreux, et qu'il y a encore un très long chemin à parcourir. Il ne vous a pas échappé que sur la question des diagnostics, très souvent, en fait, du moins formellement, la droite et la gauche sont assez d'accord. Hein. Vous ne trouverez jamais un ministre qui prendra ses fonctions en disant « Moi, je suis contre l'égalité des chances. Hein. Je pense que les gamins des classes populaires doivent rester dans leur quartier. » Donc, on est assez d'accord, en fait, sur le discours. Hein. Donc, je pense que ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut vraiment passer à l'offensive, et il faut passer à l'offensive des solutions. Alors, ce que je voulais, moi, développer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est à la fois une réflexion sur la forme et sur le fond de ce qui pourrait éventuellement constituer une refonte, d'abord une réparation, parce qu'il faudra bien en passer par là, hein, une réparation et une refonte du système éducatif tel qu'une gauche pourrait l'imaginer. Commencez d'abord sur la forme. Je passais en arrivant devant le collège qui est tout à côté. Et pour les gens qui vivent ici, vous le savez, ce collège, il s'appelle Le Village. Je trouve ça génial comme nom de collège. C'est la première fois que je vois un collège aussi bien nommé. Et je trouve ça génial aussi parce qu'en réalité, quand on regarde à quoi ressemble ce village, on n'a pas très envie d'aller habiter ce village, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est grillagé, c'est refermé, c'est clos sur lui-même. Et effectivement, là, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais la question de la morphologie urbanistique des établissements scolaires, elle est absolument majeure. Je crois que c'est Patrick Raillot qui disait que les fenêtres avaient été expressément faites sous la Troisième République pour que les enfants ne voient pas ce qui se passe dehors. C'est vrai, hein, c'était 1,20 m, c'était écrit dans le code dans le règlement de construction des établissements scolaires. Les établissements scolaires sont conçus, alors il y en a qui disent comme des prisons, il y en a d'autres qui disent comme des monastères. En tout cas, ils sont conçus pour que finalement rien ne soit fait, pour qu'il y ait des alliances qui se développent avec l'extérieur et que ça devienne réellement des villages. C'est vrai aussi pour les salles de classe. Hein. Vous êtes tous passés ici par les salles de classe et vous savez très bien qu'une salle de classe, un peu comme ici d'ailleurs, hein, c'est l'estrade du maître et puis les élèves qui sont mis en situation uniquement d'écoute. Hein. Alors la situation d'écoute pendant 8 heures assis sur une chaise, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tous les enfants. Tous les enfants n'ont pas ces capacités-là. Donc déjà d'emblée, dans la forme, vous avez quelque chose qui crée, qui fabrique des inégalités. Sur le fond maintenant, effectivement, mon combat actuel, et les gens qui me connaissent cette formule que je m'apprête à sortir, c'est un combat pour une refonte aussi du curriculum, comme le disait Patrick Raillot, c'est-à-dire une refonte de tout ce qui est enseigné à l'école, à la fois la forme des savoirs, mais aussi les manières de faire, avec ce que j'appelle une mise à égale dignité des savoirs. Une mise à égale dignité des savoirs. Ces savoirs, aujourd'hui, dans l'école, ceux qui sont vraiment brandis comme les seuls savoirs utiles, c'est les savoirs qui vont permettre des études longues, c'est le latin, c'est la philosophie, qui n'est pas en lycée professionnel, mais qui n'est pas non plus ailleurs qu'en terminale, ce qui est assez hallucinant, en fait, quand on y pense. Ce sont les matières nobles qui permettent de faire des études longues et d'avoir des métiers qui sont socialement reconnus. Évidemment, ça veut dire que toute autre forme de savoir, on peut les appeler autrement, hein, les savoirs pratiques, les savoirs manuels, les savoirs populaires, j'ai pas tellement trouvé vraiment de noms encore qui correspondent vraiment à ce que je pense. Toute autre forme de savoir est disqualifiée. Et de la sorte, en réalité, on part d'un principe qui est que les enfants des classes populaires ne savent rien. Voilà. Et donc la première proposition, s'il y a une mise à égale dignité des savoirs, c'est-à-dire s'il y a entrée
des savoirs populaires dans les curricula, on dit parce que c'est du latin, hein, s'il y a entrée des savoirs populaires dans les curricula, eh bien, alors ça permettra de considérer tout simplement que les enfants des quartiers populaires savent des choses. Tout à l'heure, il a été dit des choses sur l'autonomie de certains enfants, sur leur capacité à prendre des décisions, sur leur capacité à réparer des robinets, sur leur capacité à réparer des vélos. Tous ces savoirs-là sont absolument étrangers, ils sont exclus de l'école. Or, s'il y a une mise à égale dignité du savoir, ça veut dire que dans notre pratique d'éducation à la citoyenneté, dans notre pratique d'éducation au choix, justement, et dans ce but que nous aurions qu'il n'y ait pas de choix subi, dans notre éducation au choix, eh bien, les enfants qui choisiraient des savoirs pratiques, des savoirs populaires ou des métiers qui ne soient pas anoblis par la norme sociale, seraient des enfants qui le feraient en toute conscience, et donc finalement qui serait véritablement un choix et qui ne serait pas un choix subi. Et même d'ailleurs dans cette école idéale d'égale dignité du savoir, eh bien le lycée professionnel disparaîtrait en réalité. Le lycée professionnel disparaîtrait puisqu'il n'y aurait plus la relégation dans un segment particulier du système éducatif d'une forme de savoir. Et donc ça irait vers une école unique, qui serait allée de 3 ans jusqu'à 18 ans, avec un curriculum complètement refondu et avec des élèves aux yeux desquels faire de la philosophie ou apprendre à réparer un moteur serait également mis à égale dignité. Voilà. Et on terminerait, puisqu'il s'agit là encore du fond, on terminerait aussi par une question de forme qui n'est possible qu'avec cette mise à égale dignité des savoirs, c'est-à-dire la pédagogie. Effectivement, la pédagogie frontale, telle que nous sommes en train de la pratiquer là, c'est une pédagogie qui est purement transmissive. Il y a des spécialistes qui appellent ça la pédagogie bancaire. On prend. Bon, on prend pas beaucoup avec la banque, mais bon, en tout cas, voilà, qui appellent ça la pédagogie bancaire. Moi, j'appelle ça la pédagogie de gavage doigt. C'est-à-dire, on parle, et puis on demande aux enfants d'écouter, d'être complètement passifs. Cette pédagogie, elle n'est pas possible quand il s'agit d'apprendre à réparer un moteur ou d'apprendre à réparer un vélo. Cette pédagogie, elle n'est pas possible. Ça veut dire que ça appelle d'autres formes d'enseignement, des pédagogies qui sont coopératives, des pédagogies qui sont actives. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'éducation populaire a énormément à nous apprendre. Des pédagogies qui non seulement vont partir d'une égale dignité des savoirs, mais vont postuler qu'il y a une égale dignité des enfants, qu'il n'y a pas de concurrence entre les enfants et les adolescents un petit peu plus loin, que chacun a à apprendre de l'autre, et c'est la condition, en fait, première d'une école émancipatrice. Merci beaucoup, Laurence. Vous avez exprimé tous les 4 dans vos expertises différentes, qu'elles soient des expertises d'usage, de pratique ou académiques, à la fois des constats d'état des lieux et puis des souhaits que ça change, que les choses évoluent. Un peu comme nous l'avons fait dans les précédentes tables rondes, on va donner la parole à des politiques pour soit donner des réponses, soit indiquer ce que vous inspire ces réflexions. François Thiollet, vous êtes enseignant, et vous avez été enseignant, voilà, et aujourd'hui principal adjoint. Voilà, je suis passé du côté obscur de la force. Voilà, vous êtes ancien député européen et vous êtes secrétaire national adjoint des écologistes. Que vous inspirent ces réflexions? Alors d'abord, vraiment, je vais redire ce qu'a dit Laurence, mais merci d'avoir choisi l'éducation comme premier sujet, parce que pour avoir fait plusieurs campagnes nationales, c'est souvent très difficile de mettre ce sujet en avant, même dans les programmes de gauche. Et parce que sinon, on n'a pas de projet, et si on ne dit pas qu'on a un projet pour l'éducation, la droite et l'extrême droite ont un projet pour l'éducation. Je vais vous donner un exemple tiré de mon quotidien. On doit mettre en place dans les collèges ce qui s'appelle aujourd'hui les VARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des parents, et des parents qui sont très bien par ailleurs, qui viennent nous voir et qui nous interpellent pour dire « Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apprendre à nos enfants à tailler des... » Je m'arrête parce que j'ai mon fils dans la salle. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et c'est vrai pour plein d'autres sujets. Et on a besoin de réapproprier ce champ de combat, de qu'est-ce qu'on apprend, pourquoi on l'apprend, dans une dimension citoyenne. Je vais continuer sur Evars, parce que, à mon époque,
Donc moi, je suis né en 75, donc années 90, sida, etc. C'est un peu le début de l'éducation sexuelle. Et à ce moment-là, on allait tous mourir. C'est-à-dire que l'éducation sexuelle, c'est le sida, préservatif, sinon vous êtes tous morts. On avait une éducation qui était très transmissive. Et je trouve qu'on a un petit peu le même genre de choses avec tous les grands principes qu'il faut mettre et qui sont incontestables sur comment on doit faire Evars, sans se poser la question de ce que disait Laurent juste avant, de comment est-ce qu'on fait ces transmissions-là. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus de ce que savent faire, de ce que connaissent déjà nos élèves. C'est vrai pour l'éducation à la vie affective, mais c'est vrai pour énormément d'autres choses. C'est vrai pour les savoirs pratiques. Je le dis aussi parce que ça a été vraiment un truc auquel je crois et sur lequel on doit se battre, parce que a été dit 2 fois la question de on ne fait pas de la philosophie au lycée professionnel, mais posons aussi l'inverse. Demandons à ce que dans des lycées généraux, on fasse de la mécanique. Dans un collège, aller à la piscine, c'est obligatoire désormais. Et ça a été un combat, la question de l'éducation. Mais le voyage scolaire à l'étranger, c'est pas obligatoire. Donc qu'est-ce qui se passe? Les familles qui n'ont pas de moyens, les familles qui ont culturellement pas l'habitude de laisser partir leurs enfants, et c'est un vrai enjeu, elles ne font pas ce voyage scolaire à l'étranger. Et elles ne profitent pas de la mixité qui a été évoquée, c'était dans le débat précédent, et du mélange qu'on a aussi. La question du droit à la colo, c'est pas juste un droit. Et ça peut être une proposition de la gauche. C'est de proposer ce qu'une colonie de vacances, plutôt qu'un stage en fin de seconde ou plutôt que le service national universel, ça puisse être possible pour tous les enfants. Au moins une fois par an, une fois dans l'année, une fois dans sa vie, peu importe. Mais que ce droit puisse exister et s'imposer. Il y a aussi comment est-ce qu'on apprend la citoyenneté. Là aussi, on a souvent des postures qui sont assez descendantes. C'est-à-dire que la citoyenneté, c'est les symboles, aller voter, l'urne, tout ça, etc. Moi, je vois ça aussi dans un collège, c'est on met mais la citoyenneté, c'est pas simplement la question du droit de vote. La citoyenneté, c'est comment c'est exercé. Et dans l'école, le collège, le lycée pro, malheureusement, souvent, la représentation institutionnelle est consultative et le pouvoir donné, laissé aux élèves est relativement faible et encadré. Parce qu'il y a quand même un peu une crainte que, imaginez si jamais ils prenaient le pouvoir. Mais l'enjeu, c'est pas tant de les faire prendre pouvoir. L'enjeu, c'est de leur faire expérimenter en transformant leur établissement, en transformant, peu importe la cantine, peu importe le projet culturel, etc., comment ils ont une expérience collective pour changer les choses. Expérience collective, faire ensemble, il me reste combien de temps? Parce que 5 minutes, mais je... Ok. Faire ensemble, c'est aussi un enjeu fondamental de l'école. Et ça, pour l'avoir regardé un peu au niveau européen, un problème de notre école, c'est qu'elle est très individualisante. Que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les élèves. C'est-à-dire que la réussite, elle est beaucoup individuelle. La réussite, elle n'est pas vue comme collective. Donc, ce qui est valorisé, c'est d'abord le travail individuel. Et surtout, il ne faut pas copier sur son voisin. Alors que si on travaille sur du projet, notamment sur du projet pratique, en fait, réparer un moteur, c'est plus facile à plusieurs. Et c'est ces projets collectifs qu'on devrait plus valoriser dans l'enseignement, ce qui existe dans beaucoup d'exemples européens et qui existe assez peu en France. Et c'est vrai aussi pour les enseignants. Les enseignants français sont ceux qui vont le moins voir comment travaillent leurs collègues. Alors que de voir comment travaille son collègue, c'est déjà voir ce que, évidemment, on ne fait pas bien, mais ce que l'autre aussi, finalement, il réussit des fois pas avec certaines classes. Et c'est quand on travaille ensemble, quand on fait de la coéducation, qu'on se rend compte qu'on réussit à progresser. J'avais encore la question, ça a été évoqué par vous, pour le choix de l'orientation. Et c'est vrai que moi, je me rends compte en collège, je me rendais compte avant, quand j'étais prof, et notamment en REP+, c'est comment les élèves ont intégré leurs difficultés et eux-mêmes se projettent pas. C'est vrai pour des élèves issus de classes populaires, c'est vrai pour des enfants des fois issus de l'immigration, c'est vrai aussi pour des enfants porteurs de handicap. Mais par exemple, des enfants qui sont issus de l'immigration. Moi, j'avais ça quand j'étais prof dans le collège. J'avais des élèves, ils parlaient beaucoup plus de langues que moi. Moi, je parle à peu près anglais, un petit peu de langue des signes, et c'est fini, en fait. Et eux, ils parlaient des fois 2, 3, 4 langues. Mais ça, à aucun moment dans le parcours scolaire, c'est valorisé. Alors que c'est une richesse. Et ce qu'on doit faire dans l'éducation, c'est être capable de donner confiance à l'élève en sa capacité de réussite. Quel que soit le choix qu'il fasse, c'est donner confiance à l'élève. Et pour conclure, ce qu'on doit faire au niveau de la gauche, c'est être capable de donner confiance aux enseignants, donner confiance aux familles, donner confiance aux élèves pour transformer la société. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ces premières pistes de réponse. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Claude Roux. Vous êtes également enseignant de formation en lycée pro, prof de lettres anglais, et vous êtes député de Loire-Atlantique, siégeant pour le groupe écologiste et social, et vous intervenez pour Debout dans cette table ronde. À vous la parole, en essayant de récupérer le micro. Voilà. Merci. Merci beaucoup. À mon tour, je vais me réjouir de la place qui a été donnée à la voix pro sur cette table ronde. Et il faut le signaler parce que la semaine dernière, nous avons auditionné le ministre de l'Éducation nationale, le 7e, depuis que je suis député. Ça ne fait pas si longtemps, somme toute. Et donc, pour un tiers des lycéens et lycéennes de ce pays, il en était question pendant 2 minutes parce que je l'ai interpellé sur la question. Voilà, donc ça fait du bien de temps en temps d'être pas surreprésenté, mais de l'être à sa juste valeur. Alors, former des citoyens libres et heureux, c'est non seulement un beau programme pour l'école de demain, pour notre école de la République, mais c'est aussi une injonction qui est plus que jamais d'actualité, je dirais même indispensable. Alors, je vais commencer par un vœu, je ne sais pas si on finira par des vœux, c'est de dire que l'école doit respirer, doit s'ouvrir, doit donner de l'air et de la confiance. Et je vais poser 2 questions. Se demander si aujourd'hui l'école est encore au cœur du projet républicain. Il y a un indice, c'est que pour la première fois, le budget de l'éducation nationale n'est plus le premier de l'État. C'est l'armée dans le PLF 2026. Et voilà, je reviendrai peut-être pour compléter cette question, enfin la réponse à cette question un petit peu plus tard. Puis la deuxième question, c'est de se demander si nous étions heureux à l'école et si on l'est toujours aujourd'hui. Alors, les bons élèves, sans doute. Les autres, je m'interroge. En tout cas, moi, ce que je tenais à dire, c'est qu'entre l'école que j'ai pu connaître dans ma scolarité et celle d'aujourd'hui, c'est un modèle qui n'a pas changé tant que ça en fin de compte, alors que le cadre a explosé. Ce que je veux dire par là, le modèle, c'est toujours celui d'un adulte devant une classe, avec des journées qui sont trop chargées, avec peu de respiration finalement, qui sont dictées par des référentiels, par des contraintes matérielles d'emploi du temps. Une école qui reste largement, on l'a évoqué les uns et les autres, tournée vers des savoirs théoriques, omniprésents, je dirais même écrasants, dans la perspective de la voie royale des filières générales. Sinon, tant pis, c'est la relégation en voie professionnelle ou en lycée agricole. Et avec, on l'a dit aussi, un modèle de transmission qui reste largement unilatéral et dépourvu d'interaction. Donc ça, c'est pour ce qui n'a pas beaucoup changé. Par contre, le cadre, lui, il a explosé avec l'arrivée du téléphone portable. Alors, on l'interdit d'un côté parce qu'effectivement, c'est un vrai problème. Moi, je l'ai vu, l'arrivée des portables dans les salles de classe, c'est un vrai problème. Dans le même temps, on offre des ordinateurs. L'arrivée que moi, je n'ai pas encore connue de l'intelligence artificielle, en tout cas en tant qu'enseignant. Et puis, l'école inclusive, aujourd'hui, on l'a dit, qui représente un peu plus d'1,5 million d'élèves et qui a été, dont le nombre d'élèves qui en relève a été multiplié par 4 depuis le vote de la loi de 2005. Donc quelques propositions que je souhaiterais faire, c'est sortir justement, je ne suis pas le seul, de la simple acquisition de ces connaissances théoriques et faire, comme le dit François Ruffin, en sorte que la joie revienne à l'école. Je trouve que c'est une belle proposition. Alors, on pourrait s'intéresser aussi à tout ce qui concerne le savoir-être et le vivre ensemble. Alors, on enseigne l'empathie dans les cursus au Canada. Il est question de responsabilité collective au Japon. Il est question d'équité et de confiance dans les programmes en Finlande. Les savoir-faire aussi, des savoirs peut-être pratiques. Alors on pourrait citer en vrac la couture, la cuisine, le bricolage, le jardinage, etc. pour dire qu'il n'y a pas que l'intelligence du cerveau. Moi justement, en lycée professionnel, j'ai pu me rendre compte que des élèves qui ne brillaient pas, c'est moins qu'on puisse dire, dans les matières que j'enseignais, m'ont franchement épaté lorsque je les voyais sur le terrain par leurs aptitudes relationnelles ou par leurs compétences professionnelles. Là, du coup, ils prenaient tout de suite une autre valeur à mes yeux. J'avais une vision beaucoup plus large. S'ouvrir aussi sur des projets extérieurs, sur la découverte des métiers. Alors, il y a un certain nombre d'associations aujourd'hui qui le font en dehors du cadre scolaire et ça marche plutôt bien, tout ce qui est l'outil en main, l'or dans les mains.
s'ouvrir sur la vie associative, sur la vie culturelle et économique d'un territoire, les échanges internationaux aussi qui sont également extrêmement importants. Et puis, j'ai repris aussi donc les deux adjectifs qui étaient proposés pour cette table ronde, parce qu'évidemment, avant d'être des citoyens et des citoyennes, les élèves doivent aussi profiter de la liberté et du bonheur. Alors, libre de quoi ? Libre de l'assignation sociale. Encore une fois, j'y reviens, mais c'est important, puisque on sait que les dés sont jetés très tôt et que c'est malheureusement difficile d'y échapper, souvent trop tard au collège, qui ne fait que creuser les écarts. Vous savez que dans les évaluations de 6e, le décile des élèves les plus faibles, on sait déjà que c'est terminé pour eux, enfin terminé d'une certaine manière, parce que 80% n'auront pas d'autre choix, malheureusement, que de se retrouver dans la voie professionnelle. Donc ça en dit long, justement, sur cette assignation précoce. Libre aussi de l'emprise des réseaux. On voit bien que dans notre société, il va être important de développer l'esprit critique, et puis aussi du harcèlement, puisqu'on sait qu'il y a 700 000 jeunes qui sont frappés par ce fléau dans notre système scolaire. Libre aussi de leur choix, ça concerne l'orientation qui devrait effectivement être choisie plutôt que subie, et de l'enfer de Parcoursup. Je n'y reviens pas, il en était question. Et puis aussi libre du bitume dans les écoles où la végétation doit retrouver une place, et des passoires et des bouilloires que représente bien souvent le bâti scolaire. Et puis si j'ai encore un petit peu de temps, je vais développer sur le côté heureux. Je parlerai peut-être des profs un petit peu plus tard. Donc heureux, c'est une école où on puisse s'épanouir sans rentrer trop vite dans des cases. Nous ne voulons plus d'une école qui enferme, c'est une école qui écoute, qui autorise et aussi qui encadre les discussions ouvertes, qui apprennent l'art du débat, que je n'ai jamais pratiqué dans ma scolarité pour ma part. L'importance aussi de la démocratie scolaire, pour que les élèves puissent influer sur leur environnement direct, mais aussi sur leur formation, qu'on donne vraiment une place plus importante à de réelles options, à des choix qu'on peut effectuer dans sa scolarité. Évidemment, une pédagogie qui soit plus personnalisée, qui soit en soutien durable des élèves en difficulté. Et puis, pour redire, et puis je vais laisser la parole à mes collègues, que la question du modèle éducatif, c'est effectivement la question du modèle de société que nous voulons. Merci beaucoup Jean-Claude. Et j'ai envie de rebondir sur le dernier sujet que vous avez abordé, c'est-à-dire la démocratie scolaire, la place de la parole des jeunes, en me tournant vers ceux qui sont le plus proches du parcours scolaire dans leur existence récente, à savoir Cheryl et Dylan. Quelle serait, par rapport à l'expérience que vous en avez eue, quelle était votre place en tant qu'enfant dans votre propre formation? Quelles seraient vos attentes, vos désirs demain pour une école qui donne plus de place à la parole de la jeunesse dès l'enfance dans le parcours scolaire? Pour moi, il y a la question de la parole dans le cadre scolaire, mais l'école, elle doit aussi s'inscrit aussi dans un environnement géographique et donc dans un environnement social. Et c'est aussi la question de la façon dont tous les dispositifs qui contribuent au quotidien d'un établissement scolaire laissent aussi la parole aux élèves. On peut parler des cités éducatives, on peut parler des programmes pour la réussite éducative qui ne conçoivent les jeunes que comme des bénéficiaires et pas suffisamment comme des acteurs qui peuvent aussi apporter des idées et apporter des solutions. Et puis je pense qu'il y a autant la question de faire prendre conscience aux élèves la place qu'ils ont dans leur cadre académique, que aussi les faire réfléchir à des solutions plus globales, plus grandes, à pouvoir les faire réfléchir à des lois, à pouvoir les faire, à pouvoir leur faire regarder et comprendre leur environnement politique aussi, pour qu'ils comprennent que les difficultés qu'ils vont rencontrer ou qu'ils ont déjà rencontrées ne sont pas que les leurs, et que ça s'inscrit aussi dans un contexte plus national. Je ne sais pas si, Cheryl, ça vous inspire des envies ou des désirs à exprimer par rapport à la formation, à la citoyenneté, à la prise de parole des jeunes sur leur propre parcours scolaire ou même sur leur influence sur la société?
Déjà, je pense qu'on devrait être un peu mieux informé parce que quand on vient de milieux populaires, on n'a pas vraiment connaissance de ce qu'on peut faire à l'avenir. Moi, personnellement, je sais que j'y connaissais rien des prépas ou des facs un peu plus prestigieuses. Et c'est quand je suis arrivée à l'école sup que du coup, je me suis rendu compte qu'il existait toutes ces choses. Je pense aussi qu'il faut qu'on travaille sur le débat avec la jeunesse, qu'on apprenne à confronter des idées, qu'on apprenne aussi à accepter le désaccord et la différence des uns et des autres, parce que c'est parfois difficile, même entre personnes issues de milieux populaires. Donc je pense qu'il faut qu'on valorise toutes ces choses, et je pense qu'il faut aussi qu'on montre à la jeunesse comment ça se passe en politique le plus tôt possible, comment les projets de loi sont adoptés, quels sont leurs impacts, parce que je pense que tout est politique, notamment quand on vient de milieux comme ceux-ci, où il y a de la précarité et des fragilités sociales, de la discrimination. C'est intrinsèquement lié à des choix politiques, et donc je pense qu'il faut l'apprendre au plus vite et donner les clés nécessaires à la jeunesse de développer un esprit critique et de pouvoir agir sur toutes ces questions en grandissant et même en étant encore jeune. Merci beaucoup. Je ne sais pas si cette question suscite d'autres réactions dans la table ronde, mais j'avais aussi envie de vous relancer sur un sujet qui a traversé quand même beaucoup vos échanges, à savoir celui de la différenciation des savoirs et des filières, collège unique ou au contraire parcours spécialisé. Faut-il encore demain avoir un enseignement pro ou pas? Est-ce que ces questions-là, pour vous, sont des questions politiques majeures à se poser dans les années qui viennent, peut-être, Laurence? Oui, il y a une loi dans l'histoire de l'éducation, en fait, c'est que plus on multiplie la possibilité de quitter le système éducatif de façon prématurée, plus on nourrit la contre-démocratisation scolaire. Donc en fait, la visée qu'il faut avoir, c'est de garder le plus longtemps possible ensemble tous les enfants. À partir du moment où vous donnez la possibilité de bifurquer, soit une bifurcation dans une classe prépa ultra prestigieuse, soit une bifurcation à l'âge de 12 ans dans une classe prépa métier, etc., dès que vous multipliez les possibilités de bifurcation, vous allez à l'encontre de la démocratisation scolaire. Ce qui est un peu intuitif, contre-intuitif, parce que généralement, c'est justifié en disant oui, mais c'est des enfants qui ne sont pas faits pour l'école. Alors, c'est jamais l'inverse, c'est jamais l'école qui est pas faite pour ces enfants-là, c'est toujours les enfants qui sont pas faits pour l'école. Donc ils sont pas faits pour l'école, donc ils seront quand même mieux dans telle classe, ou au contraire, lui, il est HPI, donc il serait mieux dans telle classe, etc. Donc on a toujours le sentiment qu'en multipliant les filières, en fait, on est au plus près des besoins des enfants. Et c'est pas vrai. En fait, les besoins des enfants, c'est de rester ensemble, mélangés le plus longtemps possible. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un discours qui doit être tenu par la gauche, parce que c'est le discours de la démocratisation scolaire. La démocratisation scolaire, c'est donner la possibilité aux enfants, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs inégalités culturelles, de genre, géographiques, leur éventuelle situation de handicap, etc., donner la possibilité à tous les enfants d'accomplir la trajectoire scolaire de leur choix. Et le plus important, c'est le choix. Et la trajectoire scolaire, c'est-à-dire pas la réussite au sens propre, la question de la trajectoire telle qu'ils l'auront conçue, telle qu'ils l'auront bâtie, telle qu'ils l'auront choisie, parce qu'en effet, ils auront aussi les informations partout les mêmes, et donc ils pourront choisir en fonction de ce qu'ils connaissent, et non pas de ce qu'on leur dit qui est bien pour eux. Moi, je termine juste par une anecdote de prof. J'ai longtemps enseigné aussi dans les quartiers populaires. Souvent, j'étais bébé prof à l'époque, et j'étais professeur principal en 3e, c'est là où se fait justement l'orientation subie. Et je me souviens d'avoir eu le cœur fendu par une petite à laquelle donc je demandais ce qu'elle aimerait faire. Et à l'époque, il y avait encore les BEP, vous vous rappelez, en bac pro, ça a disparu, en lycée pro. Et elle me dit, je voudrais faire un BEP vétérinaire. Et c'est extraordinaire comme réponse, parce que vétérinaire, c'était toujours présenté comme le métier le plus difficile à atteindre, celui qui était vraiment réservé à l'excellence. Elle savait très bien pour elle, c'était le BEP. Et donc, comment est-ce qu'elle me dit que ça va pas et que c'est une souffrance? Elle veut faire un BEP vétérinaire, quoi. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est plus possible. Enfin, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut absolument agir, quoi. Valérie, ça suscite votre envie de réagir? Moi, je crois qu'il faut qu'on se réinterroge à gauche sur la finalité. Qu'est-ce qu'on veut
de l'école, c'est-à-dire je parle de l'école du secondaire, hein, de la primaire en passant par le lycée. C'est différent ensuite dans l'enseignement supérieur, mais aujourd'hui on a une école malade de son évaluation à outrance. Pensez que dès la maternelle, dès la primaire, on a une école malade de sa compétition, de ses orientations précoces, inégalitaire, de cette professionnalisation précoce, parce que c'est un sujet qui est pris à bras le corps et mal pris à bras le corps par les gouvernements de droite, mais ça n'a pas commencé qu'avec eux. Et moi, je crois qu'il faut qu'on s'interroge à savoir, est-ce que l'école, en tout cas quand on a 15, 14, 15, 16, 17 ans, on doit aller à l'école pour être employable et pour répondre aux besoins du marché? Je crois pas, en fait. Moi, je crois que il faut que... Parce que vous avez les discours... Hein, vous avez les discours sur l'art, la culture, il faut favoriser, etc. Puis il y a la réalité. La réalité, c'est que dans les lycées, et pas que dans les lycées pro, l'art et la culture ont quasiment disparu, hein, du fait des emplois du temps hyper lourds, etc. Ça n'est de moins en moins des espaces d'épanouissement et de convivialité. Et si on veut faire société, avec tous nos enfants, eh bien, il faut que ça commence à l'école, il me semble. Oui, alors, messieurs les parlementaires ou représentants de partis que vous inspirent ces désirs ou ces constats? Ça va être extrêmement bref du coup, parce que je vois le compteur qui tourne. Oui, ce qui est important, en fin de compte, c'est que chacun puisse, quand je dis chacun, chaque élève puisse exploiter son potentiel et trouver sa place et ne pas aller à celle qu'on lui a déjà réservée. Donc ça passe évidemment par la confiance dans l'école, mais pas seulement. Et après avoir cité François Ruffin tout à l'heure, je vais citer Lucie Castet, qui disait qu'il faut faire entendre une autre voix et dessiner une autre voix. Alors nous avons ébauché un certain nombre de pistes ensemble, et ça peut passer aussi par le débat parlementaire, parce que paradoxalement, nous sommes commissaires avec Sophie, Alexis, sur ces questions éducatives, mais jamais, au grand jamais, nous n'avons de débat de fond sur l'éducation. Nous subissons les réformes qui passent par voie de décret, par voie réglementaire, et dans notre pays, c'est un vrai problème, et on voit ces réformes s'empiler sans jamais être évaluées, sans qu'on en mesure l'impact, et c'est aussi une des grosses difficultés de notre système éducatif. Merci beaucoup. François, un dernier mot, vous souhaitez ? Oui, la question de l'employabilité que tu soulevais tout à l'heure, c'est la question, en fait, c'est toujours le prétexte à la sélection par l'exclusion. C'est les élèves porteurs de handicap, c'est les élèves perturbateurs, et donc à la fin, on les met en dehors parce que, vous comprenez, tous les autres sont gênés par ces élèves-là qui ne sont pas au niveau, qui ne suivent pas, qui sont différents. Pour être optimiste, en pensant à l'école inclusive, les choses ont quand même bien changé depuis 10 ans, mais par rapport à ce qui existe dans d'autres pays, je pense particulièrement à l'Italie, on n'est pas encore au niveau. On n'a pas une reconnaissance réelle du travail des AESH qui ont développé des vraies compétences. Et comme on est quand même toujours sur un système de diplôme, il y a quand même le truc de l'AESH, c'est après le prof. Là où, par exemple, en Italie, c'est vraiment des professionnels, des gens qui sont vraiment des fonctionnaires et qui sont des spécialistes de l'inclusion. Dernier truc, on va arriver sur les municipales. Et on peut aussi changer des choses au niveau municipal. Il y avait la question des cours d'école, mais regardez aussi au niveau municipal où va l'argent. Moi, j'ai le souvenir de quand j'étais élu à la jeunesse à Blois. En fait, il y avait beaucoup plus de moyens pour mes enfants qui allaient au conservatoire par l'argent qu'on mettait dans le conservatoire que pour les jeunes de quartier pour lesquels on se battait pour pouvoir faire des concerts dans une MJC. Et ça, c'est un élément vraiment important. Regardez aussi où va l'argent dans l'école. Pour être heureux, en prépa, on a beaucoup plus de moyens par élève que ce qu'on a en réalité dans un collège REP+. Donc, intéressez-vous à ça, et c'est aussi des choses que la gauche peut et doit changer. Merci beaucoup à tous de dégager des pistes pour la libération et l'émancipation de nos enfants. Je vous invite à rester là pour accueillir pour une nouvelle table ronde donnée à un représentant, une représentante, en l'occurrence d'organisations de jeunesse, sur ce sujet de la formation de citoyens libres et heureux. Lise Danel, vous êtes co-coordinatrice nationale de Jeunes Générations et vous êtes par ailleurs enseignante.
Merci à l'ensemble des intervenants qui ont réussi à faire le constat de notre système éducatif français, le triste constat de notre système scolaire qui est tourné vers la performance, vers une sélection permanente qui nous éloigne tous les jours et toutes les décennies un peu plus de l'idéal républicain d'une école qui devrait être une école émancipatrice. Cette école, elle est comme un espace de tri social qui relègue au second plan sa mission principale qui est d'émanciper et de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas inné chez les jeunes et ce n'est pas non plus inné chez les adultes. C'est pour ça qu'il faut une réelle formation des futurs citoyens et citoyennes. C'est un enjeu qui est primordial de l'éducation et également des objectifs en termes de connaissances. Les connaissances qui sont abordées tout au long des cycles, que ce soit en primaire, en secondaire, de l'école jusqu'au lycée et même ensuite à la faculté. L'éducation à la citoyenneté, elle doit être aussi au cœur de nos programmes. Et pas seulement en enseignement moral et civique, on a tendance à souvent cantonner très facilement la formation des futurs citoyens au cours de ce qu'on appelle l'EMC. Et cette éducation, elle doit être justement le fil rouge de l'ensemble des matières enseignées, du primaire jusqu'au secondaire. Cette éducation qui fait des élèves des futurs citoyens, nous le savons, on devient citoyen en étant acteur et actrice, et également sujet de la participation citoyenne dans les établissements. Alors, sensibilisons les élèves, accompagnez-les. Il faut les accompagner dans leur participation à la vie dans les établissements scolaires, pour qu'ils soient faits par eux, mais également pour eux. On a des propositions assez claires, nous les organisations de jeunesse, qui notamment proposent de faire un programme effectif d'EMC, donc d'enseignement moral et civique, qui aborde profondément les enjeux de la démocratie, spécifiquement la démocratie scolaire. Donc il faut former les citoyens de demain. Former les citoyens de demain, c'est avant tout faire comprendre aux élèves quels sont leurs droits, leurs devoirs également, mais surtout leurs droits, et non seulement leurs devoirs, comme c'est régulièrement rappelé par les différents ministères successifs. C'est aussi mettre en place concrètement la lutte contre les discriminations, donc dans les programmes, développer tout ce qui va être l'esprit critique, qui est en ce moment mis à mal par justement la concentration des médias par l'extrême droite. Donc c'est d'autant plus important vu le contexte. Il est temps d'en finir également avec ce qu'on appelle les pédagogies descendantes. Donc c'est mettre au cœur en fait des apprentissages les élèves. C'est ne pas en fait faire cours aux élèves pendant 5 heures assis. C'est les mettre au cœur de leur travail, retravailler les contenus scolaires des programmes. C'est également revoir les pratiques scolaires. Donc permettons au final aux élèves de se questionner, de s'interroger, d'expérimenter justement pour ouvrir à la complexité du monde, pour les ouvrir en leur donnant les outils pour s'émanciper à l'intérieur de la société et leur faire devenir des citoyens et des citoyennes à part entière. On peut également pas parler d'esprit critique dans un contexte médiatique et on ne peut pas parler de ce contexte médiatique sans évoquer l'une des questions les plus prégnantes de notre temps, c'est l'exposition des jeunes aux réseaux sociaux et donc forcément l'éducation aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un lieu d'expression à part entière. Qui dit lieu d'expression dit aussi lieu malheureusement de discrimination et de danger également pour les plus jeunes qui ne peuvent pas forcément maîtriser leurs actions sur les réseaux sociaux et en plus de ça, ne pas maîtriser les actions des autres sur les réseaux sociaux. Donc les pouvoirs publics français et européens doivent et ont le devoir d'assurer cette éducation et la sécurité des jeunes en garantissant une vraie éducation justement à leur usage. C'est notamment le cas avec l'éducation aux médias et à l'information. Donc il s'agit de repenser cet enseignement-là et l'usage également des outils numériques avec l'intégration des risques et des pratiques liées à ces réseaux sociaux-là. Donc il faut réinterroger la place de l'éducation des médias et à l'information dans ce contexte particulier, dans ce contexte d'omniprésence des réseaux sociaux et dans un contexte de désinformation croissant. Ces changements dans les contenus éducatifs, ils doivent prendre place dans une école qui est renouvelée, une école qui est également adaptée aux attentes des élèves et aussi également de toute une génération.
Les établissements aujourd'hui, ce ne sont pas des établissements où il y a une libre parole. On sait, ça mène à des situations assez dramatiques de détresse des jeunes et d'absence d'accompagnement des élèves. Il faut ouvrir ces écoles, ouvrir l'ensemble de ces établissements à la démocratie et la démocratie scolaire. Garantir la parole des élèves en faisant des écoles des lieux d'expression, mais également des lieux de débat, avec l'enseignant et l'enseignante comme garant de cette démocratie-là à l'intérieur des cours, mais aussi à l'intérieur de tout le climat scolaire. Il faut que les établissements deviennent des lieux d'écoute à part entière des plus jeunes et de leurs aspirations futures. On a entendu également la prise en compte, on a eu pas mal de débats sur la prise en compte de la question de l'orientation pour une orientation choisie avec une prise en compte des volontés et des aspirations de l'ensemble des jeunes. Donc, en conclusion, il est temps de faire de l'école un laboratoire de la citoyenneté pour que la démocratie scolaire devienne un vrai levier de la démocratie vivante et renouvelée à l'échelle de la citoyenneté pour que l'éducation rime toujours avec émancipation qui est sa mission première. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup Thaïs Danel.